La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de cette édition. Elle l'a fait, Victoire Biakoua séduit l'Afrique francophone par sa voix et portée par son pays tout entier. Elle a ramené le trophée du prestigieux concours de chansons à son pays. Nous le verrons vers la fin de ce journal. Mais avant, les chefs d'État réunis à Lomé en session extraordinaire ont regagné leur pays. Ils ont planché sur les situations politiques en Guinée-Bissau. Dans ce journal, le résumé de la rencontre. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Plus de 10 chefs d'État et de gouvernement de la sous-région étaient à Lomé ce week-end pour une session extraordinaire. La CEDEAO s'active ainsi pour apaiser les tensions le foyer de tension en Guinée-Bissau afin de préserver les efforts de développement et la dynamique émergente engagée. Le résumé de cette session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO avec Joseph Amégan. Cette session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, session présidée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a été pour l'essentiel consacrée à la crise en Guinée-Bissau. Plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette rencontre importante pour envisager des solutions de sortie de la crise politique et institutionnelle qui mine la Guinée-Bissau. Dans son intervention, le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, s'est félicité de la tenue de cette session qui s'inscrit dans la dynamique de l'organisation sous-régionale d'anticiper et de trouver des issues favorables pour garantir la stabilité dans les pays membres. Évoquant particulièrement la situation qui prévaut en Guinée-Bissau, le président Faure Gnassingbé a réitéré la disponibilité de la CEDEAO à accompagner ce pays. Nos frères bissau-guinéens peuvent compter sur notre présence attentive à leur côté, jusqu'à ce qu'ils parviennent à une solution concertée pour aider le pays à renforcer ses institutions et donner à l'État les moyens de fonctionner efficacement et dans le respect des lois. En vue du maintien de la paix, la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, ECOMIB, continue de contribuer efficacement à la promotion de la stabilité. Je voudrais exprimer la gratitude de toute la communauté aux pays qui en fournissent les effectifs, notamment la République fédérale du Nigeria, la République du Sénégal, la République du Burkina Faso et la République du Niger, ainsi qu'aux partenaires financiers. Eu égard au statu quo observé depuis le mois de janvier et avec la perspective des élections attendues en 2018 et 2019, nous devons reconnaître que cet effort doit être encore poursuivi. Le président en exercice de la CEDEAO a invité les pays membres à s'engager davantage en vue de réussir le pari de la paix et de la stabilité au sein de la CEDEAO, dont l'objectif premier est l'intégration et la croissance économique. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final qui fait ressortir les grandes décisions de cette session extraordinaire de la CEDEAO à Lomé, notamment la décision du président bissau-guinéen de nommer un premier ministre de consensus en la personne de Aristide Gomez et la tenue des élections législatives. En outre, la conférence a pris note de la décision des acteurs politiques de l'ouverture prochaine des travaux du Parlement. La conférence a félicité le président Faure Gnassingbé pour ses efforts dans la résolution de la crise bissau-guinéenne. Concernant la situation au Togo, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont félicités de la contribution du président ghanéen en vue de la résolution pacifique des tensions sociopolitiques. La conférence a invité les acteurs politiques et la société civile à s'abstenir de tout acte de violence et tout agissement susceptible de menacer la paix et la stabilité.
Les présidents Nana Dankwa Akufo-Addo et Alpha Condé ont été désignés facilitateurs de la CEDEAO pour le Togo. À cet égard, la conférence les encourage à intensifier les efforts pour aider le gouvernement et les acteurs politiques dans la réalisation des réformes constitutionnelles dans le respect des délais légaux, des normes et principes de la démocratie et de l'état de droit. Et puis le président bissau-guinéen José Mario Vaz a accepté donc la décision de Lomé de retour dans son pays. Il a procédé à la nomination du premier ministre de consensus en la personne de Aristide Gomez. On s'achemine donc vers une sortie de crise dans ce pays. Sa nomination sera entérinée par décret présidentiel le 17 avril prochain. Ce dernier devra donc former un gouvernement ouvert à toutes les sensibilités politiques et organisé dans les prochains mois. Dès la fin de cette session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, ils ont quitté Lomé. D'abord, le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, a été raccompagné à l'aéroport international Gnassingbé et Adema par le chef de l'État, Fort Gnassingbé. Suivons. Et ce dimanche, 3 autres chefs d'État ont quitté Lomé, où ils ont donc pris part à la session extraordinaire des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO. Il s'agit des présidents du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, celui du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, et le Nigérien Mamadou Issoufou, donc, qui avait été raccompagné par le chef de l'État. Les deux autres, dont le président de la République du Burkina Faso, et ont été raccompagnés donc par le Premier ministre comme Selom Klassou. Suivant donc les images de ces départs. Et le Premier ministre, le président burkinabé, qui a d'ailleurs accordé une interview, il est revenu sur les grandes lignes et les décisions de ce sommet et son espoir de voir la situation qui prévaut en Guinée-Bissau se stabiliser pour le meilleur devenir du peuple bissau-guinéen. Ambiance de départ avec Ramdan Bassina. Vous savez que le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est déroulé ici à Lomé avait un seul point important à l'ordre du jour, c'était la résolution de la crise en Guinée-Bissau. Vous avez écouté le communiqué conjoint qui a été lu hier. Il est ressorti que ce sommet a été une véritable avancée dans la résolution de la crise en Guinée-Bissau, dans la mesure où le président Vaz a prévu de nommer un Premier ministre mardi prochain. Deuxièmement, l'Assemblée nationale va tenir ses premières sessions pour pouvoir désigner le président de la CENI, donc pour organiser les élections à venir, et les membres. Et enfin, la date est fixée au mois de novembre 2018 en ce qui concerne les élections législatives. C'est pour dire que cela a été possible grâce à une grande concertation qui a eu lieu entre les partis politiques, la société civile, les religieux qui se sont impliqués. Et je dois dire que c'est un véritable succès qui a été donc ce sommet extraordinaire. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter le président de la République togolaise et celui et le facilitateur qui est le président de la Guinée et le président Vaz qui va donc pour tous les efforts qu'ils ont eu à faire afin de permettre que nous arrivions à cette issue heureuse. La question des sanctions également a été posée. Devons-nous, au regard de la bonne volonté qui est développée par la Guinée-Bissau, lever les sanctions qui ont été déjà prises? Là, je dois dire que notre réponse globale au niveau des chefs d'État était de dire que nous sommes déjà certainement dans des intentions qui ont été prises, mais il faut attendre que les actes soient posés avant que nous puissions réexaminer éventuellement la question des sanctions qui ont été prises, ciblées, qui ont été prises comme certaines personnes à Guinée-Bissau. Ce que nous souhaitons en tout cas, c'est que les décisions et les informations que nous avons reçues à ce sommet permettent véritablement
dans les prochains jours à la Guinée-Bissau de s'engager dans un processus démocratique qui permettra donc au fur et à mesure de mettre une nouvelle instance sur la base d'un vote électoral transparent et qui permet aux différents partis d'y contribuer. Voilà donc le point central, je dirais, des discussions que nous avons eues, et nous remercions encore le peuple togolais, le gouvernement, le président de la République togolaise pour toutes les dispositions qui ont été prises pour l'accueil et pour notre séjour ici à Lomé. Merci, monsieur. C'était là les images des départs des chefs d'État des républiques de Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, raccompagné à l'aéroport par le Premier ministre togolais. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, lui, est rentré au Bénin hier samedi, dès la fin des travaux par voie terrestre. À Savikondji, il a été raccompagné par le ministre d'État chargé des affaires présidentielles et Solitoki. Et autre actualité, cette semaine à Lomé, les acteurs impliqués dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre se sont préparés pour les assises de juin prochain à New York. Des réunions préparatoires régionales donc, qui ont été organisées à Lomé à l'initiative du Bureau des Nations Unies pour le désarmement. Sergine Raimondo, Viviane Souvi et Kwesala nous en parlent. Illicite des armes légères et de petit calibre, une source de conflits enregistrés en Afrique. Les crises humanitaires, le radicalisme et l'extrémisme violent constituent un frein au développement socio-économique dans bon nombre de pays. Ici, les représentants des pays de l'Afrique de l'Est et du Sud et le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique échangent sur les stratégies à mettre en place pour relever les défis de la lutte contre l'usage des armes légères et de petit calibre. Pendant la guerre de Libéria et Sierra Leone, c'est la voix de la société civile qui a créé une convention pour notre gouvernement à signer pour régler et contrôler les profils des armes légères et petits calibres dans notre sous-région. On prend les voix des sociétés civiles auprès du gouvernement pour faire des plaidoyers. Le problème auquel nous faisons face actuellement, c'est les groupes armés, les groupes terroristes et les groupes criminels aussi. Et il y a comme une convergence, une coopération entre ces divers groupes qui avant agissaient de manière compartimentée, qui tendent à converger. Il y a des défis nouveaux qui émergent avec cette convergence qu'il y a entre les groupes criminels, les groupes terroristes, les groupes armés, mais les États, les sous-régions également, essaient d'apporter les réponses appropriées avec de nouvelles stratégies. Ces réunions vont alors permettre aux États africains d'examiner les progrès enregistrés et de formuler des recommandations afin de lutter efficacement contre l'usage illicite des armes en Afrique. Pour mettre en place des stratégies globales, ces États vont participer à la 3e conférence des armées du programme d'action des Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre en juin prochain à New York. Depuis 4 ans, la Banque mondiale accompagne le développement des pays africains à travers la création de centres d'excellence. Les centres sont créés au sein des universités, ceci pour favoriser l'éclosion des compétences. Un programme que l'institution bancaire veut reconduire et afin d'aider l'Afrique à réaliser son potentiel avec le relèvement du niveau des formations. Ainsi, un atelier s'est ouvert cette semaine à Lomé à l'intention des enseignants-chercheurs et des acteurs du secteur privé. C'était une rencontre d'échange et de partage sur le nouveau projet des centres d'excellence africains pour un impact sur le développement. Marianne Abeta et Félix Semdacha pour le reportage. Jeunes bien formés pour mettre à la disposition de l'Afrique des compétences pour son développement, l'idée de la Banque mondiale à travers des centres d'excellence africains implantés au sein des universités.
Le projet fait son chemin avec des résultats satisfaisants dans certains pays. C'est le cas du Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires de l'Université de Lomé. Un cas d'école pour ses enseignants, chercheurs et acteurs du secteur privé réunis pour échanger sur d'autres projets novateurs à soumettre au Centre d'excellence africain pour un impact CEA Impact. On appelle le Togo, aussi bien que d'autres pays de la région Afrique, à présenter des propositions de centres d'excellence en Afrique pour justement avoir un impact plus important sur la productivité du pays. Et c'est vraiment pour former des jeunes et pour renforcer les compétences et les capacités des universités à justement mettre en place ces programmes de formation et d'éducation tertiaire. Donc voilà, on invite les universités, les institutions au Togo à préparer des projets vraiment novateurs, que ce soit dans les sciences, dans l'ingénierie, dans l'agriculture. Pour le Togo, réussir à décrocher un nouveau projet est une priorité et les autorités s'y attellent. Le centre d'excellence vise à faire en sorte que la qualité de l'enseignement soit à un niveau très relevé, la qualité de la recherche soit en lien avec les standards internationaux et que l'impact sur les besoins de nos populations dans les différents domaines puisse être réellement visible. Nous mobilisons donc pour ce faire tous les acteurs, évidemment les universitaires, mais aussi les acteurs du secteur privé, pour faire en sorte que les choix que nous ferons au Togo puissent être réellement éligibles. En plus du centre d'excellence régional sur les sciences aviaires, c'est au total 22 CA qui sont implantés au sein de plusieurs universités en Afrique centrale et de l'Ouest pour la formation de ressources humaines compétentes et compétitives sur le marché de l'emploi. Le Togo part en guerre contre les maladies tropicales négligées. Et c'est à Harotoé, dans le district de Vaud, que cette campagne a été lancée. Un genre d'activité que le Togo mène depuis 2010 afin de réduire le taux de prévalence des maladies liées aux parasites. On fait le point avec Dodo Waré. 5 ans et plus seront administrés contre les vers intestinaux, les schistosomiases et l'onchocercose, toutes des maladies tropicales non négligées. Ce sont des parasites qui touchent le plus souvent les communautés à la base et qui constituent un problème de santé publique tant pour le Togo que pour les autres pays de l'Afrique. L'albendazole, le praziquantel et l'ivermectine sont des médicaments qui seront distribués dans les 5 régions sanitaires du Togo. Quelles sont donc ces maladies? Nous avons ce que nous appelons les géohelminthiases, les parasites qu'on peut attraper à travers les mains sales ou bien en buvant de l'eau sale. Il y a également la maladie qu'on appelle schistosomiase ou bilharziose. C'est une maladie, quand tu l'attrapes, tu vas uriner avec du sang. Et puis la troisième maladie, c'est la maladie qui, lorsqu'elle a des complications, elle vous casse les yeux et vous ne voyez pas bien. C'est ça qu'on appelle l'onchocercose. Donc ce traitement de masse-là va permettre de tuer les parasites qu'il y a dans notre corps pour que nous n'ayons plus ces maladies. Ici, à Harotoé, dans le district de Vaud, des agents de santé communautaire misent beaucoup sur la sensibilisation avec un accent particulier sur l'hygiène. Quand nous rentrons dans les ménages, nous avons des boîtes à images que nous utilisons pour sensibiliser le ménage par rapport au lavage des mains, par rapport à l'utilisation des moustiquaires et à l'utilisation des latrines. Ici, plus précisément à Harotoé, nous administrons seulement que l'albendazole aux enfants de 5 à 14 ans. En janvier dernier, plus de 80% des enfants de moins de 5 ans ont reçu un traitement de masse avec la supplémentation en vitamine A, le déparasitage contre les vers intestinaux et la vaccination contre la rougeole et la rubéole. C'est donc un combat que mène le Togo depuis plusieurs années pour éradiquer d'ici à 2020 ces maladies qui ont de lourdes conséquences sur la population. Et le jeudi Jose du Fayège, la rencontre professionnelle des entrepreneurs s'est tenue pour ce deuxième jeudi du mois à Anéro. Les jeunes de la localité ont été entretenus sur les sources de financement possibles et adaptées à leur entreprise. Entre autres sujets, donc des échanges, notamment avec les exemples de réussite. Reportage Lucassi.
La recherche de financement et d'investissement, l'un des problèmes majeurs auxquels font face le plus souvent les primo-entrepreneurs et les PME. Et pourtant, ils disposent de plusieurs atouts pour mobiliser les ressources nécessaires en vue de lancer leur entreprise ou de l'asseoir d'une manière pérenne. Le crowdfunding et la levée de fonds sont quelques-unes des méthodes pratiques et réalistes susceptibles de fournir du financement. C'est la teneur de cette séance d'information et de partage d'expériences entre les jeunes entrepreneurs d'Anéro et leurs devanciers qui ont réussi. Pour aller vers ce dispositif de levée de fonds pour financer ces activités, il va falloir développer deux critères. D'abord, la confiance que les gens auront sur vous et vous-même votre crédibilité que vous montrez et aussi le fait que votre entreprise a de valeurs ou que vous-même vous présentez une certaine valeur. L'outil qui m'a plus intéressé, c'est la façon de collecter les fonds, le lever des fonds. Et ce lever des fonds-là, je pense qu'il nous avait parlé d'adhérer au fonds par le niveau familial ou bien soit par autofinancement. Et plus, si on veut, on peut passer par l'enthousiasme ou bien par la confiance autour de soi. Ces outils donnés répondent donc aux questions liées à la recherche de sources de financement d'une jeune entreprise. À côté de ces stratégies, le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes dans divers domaines d'activité pour appuyer et promouvoir les jeunes et les femmes entrepreneurs. Le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, qui fonctionne sur le principe d'appui technique et d'appui financier. En amont, pour donner de la formation aux jeunes entrepreneurs, l'aider à s'approprier des mécanismes de création d'entreprise et comment gérer son entreprise, comment gérer son crédit et en aval, vous avez ce que nous appelons l'encadrement à la mise en œuvre de son activité. Que ce soit le PNPR qui va arriver avec le FNFI, nous avons le PAEJ SP qui accompagne les entrepreneurs autour de chaînes de valeur. Ce 30e numéro de Jeudi Jose a aussi permis au FAEJ d'entretenir ces jeunes entrepreneurs sur les réformes faites par le gouvernement pour leur faciliter la création d'entreprises et la réservation de 20% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs et aux femmes. Les anciens étudiants et stagiaires du Togo au Sénégal se sont constitués en association. Ils veulent ainsi se rassembler afin de servir de référence à leurs compatriotes et les aider à mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. Ils se sont présentés à la presse aujourd'hui. Suivons avec Rachel Aokou le compte rendu donc de cette rencontre avec la presse. C'est le Sénégal, un pays qui, de par ses diverses opportunités, leur a offert des formations professionnelles et permis de faire leur premier pas dans le monde du travail. Aujourd'hui, de retour au Togo, ces anciens étudiants et stagiaires togolais du Sénégal veulent s'unir afin de faire valoir leurs compétences et s'insérer sur le marché de l'emploi togolais. Notre association se veut creuser une plateforme d'aide pour leur permettre de s'insérer d'abord à travers des stages et ensuite, avec le temps, si possible, par des emplois sur le marché togolais. Nous avons aussi pour objectif de créer une base de données qui se veut la plus exhaustive possible, qui rassemblera un maximum de Togolais avec leurs différentes fonctions, qui permettra également de créer un réseau fort pour pouvoir agir sur les débats actuels, sociaux et de développement. En tant qu'association d'anciens diplômés du Sénégal, issus d'une certaine diaspora également, nous visons également le développement d'une image positive du Togo. D'une image du Togo qui est une terre de réussite, terre d'opportunité. L'association des anciens étudiants et stagiaires togolais du Sénégal compte également accompagner les nouveaux bacheliers, étudiants et stagiaires dans leur démarche d'inscription dans les centres de formation et universités du Sénégal. Elle veut surtout faire la promotion du Togo à l'extérieur pour inciter les entreprises et les compétences à venir au Togo. Responsabilité sociale de l'entreprise, la société Nissan du groupe Japan Motors a offert à Anéro une voiture flambant neuve à l'orphelinat La Divine Providence. Cette maison d'accueil pour enfants située à 50 km de Lomé a souvent des difficultés à faire ses diverses courses, notamment des courses de santé. Voici enfin donc la solution avec la société Nissan. Tabita ici à Kakou.
Ces enfants de l'orphelinat Divine Providence peuvent enfin se réjouir. Cette voiture Nissan d'une valeur d'1 million de francs CFA leur a été offerte par la société Nissan du groupe Japan Motors. Plus besoin de parcourir des milliers de kilomètres à pied pour des soins de santé ou pour faire des courses en ville. Vous êtes à l'orphelinat pouponnière Divine Providence. On s'occupe des enfants, surtout les enfants qui sont rejetés, les enfants qui sont abandonnés et puis les enfants qui n'ont pas de parents. On les scolarise, c'est-à-dire ils vont à l'école. Il y a aussi les apprentis et puis c'est-à-dire pour que l'enfant se prenne en charge. Depuis que nous cherchons une voiture pour pouvoir aider les enfants, surtout pour les amener à l'hôpital, à l'école, tout ça là, nous manquons de cette voiture. Et voilà que la voiture est venue aujourd'hui. Nous sommes tellement contents. Une action qui s'inscrit dans le volet social de cette société, qui pose ainsi un acte citoyen. Après 2 ans seulement d'activité commerciale, de vente de véhicules, nous sommes inscrits dans la droite lignée et dans la politique de l'action sociale. Nous avions décidé de commencer par la couche la plus vulnérable, qui sont les enfants. Aujourd'hui, les enfants abandonnés que les sœurs ont gracieusement ramassés, on ne peut que les accompagner. C'est un tirage au sort et qui est tombé sur ce orphelinat Divine Providence. Nous avions pensé que ce serait mérité et de lui donner une voiture que de lui remettre de l'argent. Nous pensons que ce moyen de déplacement pour la population togolaise lui fera beaucoup plus d'économies de par sa robustesse, de par sa solidité, de par sa sécurité et n'oubliez pas le confort. Le groupe Japan Motors s'est installé à Lomé il y a 2 ans et il accompagne certains événements culturels du Togo dans le concours de beauté Miss Togo. Le 27e Tour cycliste international du Togo a bouclé sa boucle aujourd'hui. 4 victoires de la Belgique, mais c'est le Burkina Faso qui s'en sort avec le maillot jaune du vainqueur. Le fil de la dernière course donc de ce tour avec Claude Ama. 6e et dernière étape du 27e Tour cycliste international du Togo, tout s'est joué par le critérium du carrefour de Lyon-Dagoué en présence d'un public nombreux. Si les Français et les Ivoiriens prennent la tête de la course, les Burkinabés et les Belges, en véritables concurrents, reprennent du poids de la bête. Après 20 tours de circuit de 20 km, le Belge Sanders Cornil remporte la victoire, mais le maillot jaune reste burkinabé. La force du Burkina Faso, c'est l'esprit d'équipe. Vous voyez que l'esprit d'équipe a rien, donc c'est ça qui nous a fait gagner le tour. On va essayer de remercier premièrement les sponsors qui nous sponsorisent vraiment, on est très contents. Et remercier toute l'organisation et ainsi que mon équipe qui a été vraiment très costaud autour. Donc je pense que ce n'est pas moi qui gagne, c'est tout le Burkina qui gagne, donc je les remercie beaucoup. Et encore merci aux sponsors qui nous ont fait gagner le tour. Vraiment, on les apprécie beaucoup et vive le Tour du Togo. Le ministre des Sports a reconnu la bonne organisation de la compétition. Le 27e tour est un succès populaire, mais c'est également un succès sportif. Bien évidemment, c'est notre jeune frère compatriote burkinabé Aziz Nikema qui l'a remporté. Mais vous avez pu voir sur le tour, il y a un jeune Togolais qui a été primé, qui n'a que 18 ans et qui promet beaucoup. Nous allons tout faire au niveau du gouvernement, nous allons faire le plaidoyer pour que l'équipe nationale puisse avoir des vélos qui leur permettent de pouvoir compétir avec les mêmes armes que leurs frères des pays africains. Togocel, parrain de cette dernière étape, reste toujours leader du Tour cycliste international du Togo. Aujourd'hui, le Tour cycliste a connu une innovation parce qu'ils sont partis jusqu'à Dapaon. C'est grâce aux infrastructures qui le permettent. Nous, en tant que société de citoyens, à travers cet événement, nous sommes en train d'apporter l'information à toutes les populations partout où elle est. Aujourd'hui, Togo Cellulaire est là dans les hameaux les plus reculés. Et si grâce au sponsoring de Togo Cellulaire, le Tour cycliste est allé à Dapaon, c'est qu'on a fait de notre mieux pour accompagner cet événement. Au niveau des maillots, le maillot jaune du vainqueur
est donc revenu au Burkinabé Nikema Aziz. Le maillot Pils, maillot GT à CDSA, maillot Canal+, maillot TVT. Rendez-vous l'année prochaine pour la 28e édition. Et puis, fierté nationale, c'est le Togo qui a pour l'heure la plus belle voix de l'Afrique francophone, la plus belle voix musicale. Victoire Biakou a remporté hier la 2e édition du concours des Voice Afrique francophone. Son talent et la mobilisation de son pays derrière elle ont payé. Elle était donc en finale face à un candidat du Cameroun. Elle gagne un voyage sur Dakar et un album avec le géant Universal. Victoire Biakou et son comité expriment sa gratitude dans une vidéo que nous vous proposons de suivre. Et grâce à vous, Victoire Biakou est finaliste de The Voice Afrique francophone. Elle a remporté le trophée. Victoire Biakou transmet ses vifs remerciements au ministre de la Culture, à Move Togo, à Togocel, à Woodin Togo, à tous les médias togolais, toutes les autorités du pays qui se sont mobilisées pour la soutenir. Le patronat togolais, la Chambre du commerce, tout le peuple togolais, la diaspora togolaise de par le monde et tous les supporters de Victoire Biakou, tout pays confondu, pour votre soutien sans faille. Dieu vous bénisse abondamment. La victoire de Victoire Biakou et du Togo, c'est grâce à vous tous. Merci. Fierté donc nationale sur laquelle nous fermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paca. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. À très bientôt. Au revoir.